Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi. Vous êtes en direct sur Décideurs TV et MyTF1 News. Comme chaque mardi de 12h30 à 13h, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Bon, président de Fondact, une association qui promeut les mécanismes de participation dans l'entreprise, et Thibault Langsade, président du pôle entrepreneuriat et croissance au MEDEF. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, le COPIESAS, le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié, a remis un rapport au gouvernement la semaine dernière, préconisant 31 mesures visant à simplifier les dispositifs actuels et à étendre à un plus grand nombre d'entreprises l'épargne salariale, et notamment pour les PME et TPE. Et dans le cadre de son projet de loi sur l'activité, Emmanuel Macron présentera d'ici mi-décembre des mesures concrètes pour en effet acter une réforme dans ce domaine de l'épargne salariale. Actualité qui est l'occasion pour les décideurs de l'emploi de revenir sur cette notion, de mieux en comprendre les mécanismes et les enjeux. Finalement, l'épargne salariale est-elle un moyen de réconcilier les salariés avec l'entreprise? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et pour commencer, Michel Bon, je voudrais qu'on revienne sur une définition peut-être de l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est le produit de tous les mécanismes qui associent les salariés au succès de leur entreprise, qui s'appelle l'intéressement. L'intéressement, ça veut dire je fixe des objectifs à une équipe, à un groupe de salariés, à un magasin, à un atelier, etc. Si ces objectifs sont atteints, ça crée de l'intéressement. La participation, c'est dire si je fais des bénéfices, mes salariés ont droit à une part de ces bénéfices. Et donc les deux mécanismes, intéressement et participation, peuvent être, si le salarié le désire, versés dans un plan d'épargne, ce qu'on appelle l'épargne salariale. Voilà. Alors justement, vous avez parlé d'intéressement, de participation. Quels sont les différents dispositifs existants? Parce qu'il existe aussi le plan d'épargne entreprise, le PERCO, le plan d'épargne de retraite collective. Tout ça fait partie de l'épargne salariale? Dans les outils qui peuvent être utilisés comme épargne salariale, il y a des outils tout à fait classiques, genre SICAV de trésorerie, enfin des placements genre façon livret A, je dirais, des choses sans risque, tranquilles. Il y a des choses plus risquées en actions. Il y a des actions de sa propre entreprise, ça vaut surtout pour les entreprises qui sont cotées, parce que sinon c'est plus difficile à mettre en place, mais enfin c'est possible. Et ça intéresse beaucoup les salariés d'ailleurs. Et puis il y a enfin un plan qui est utilisé au moment de la retraite. Alors, vous savez, l'émission Les Décideurs de l'Emploi et plus largement sur Décideurs TV, nous donnons la parole aux internautes. J'ai une question de Sophie qui demande très concrètement comment sont calculées la participation et l'intéressement. Alors peut-être Thibault Langsade, vous pouvez y répondre. Alors il y a deux choses, c'est très simple, c'est en fonction des résultats de l'entreprise. À partir de là, c'est un accord qui va définir la clé de répartition. Et puis dans cet accord, on peut également introduire des éléments extra-financiers, qui sont la performance commerciale de l'entreprise, ça peut être lié au fait que l'entreprise n'a pas réalisé d'accident, sont des éléments importants. Donc on peut retrouver un certain nombre de facteurs clés qui vont être négociés au sein de l'entreprise et qui vont rentrer dans la base de calcul pour verser une somme à l'ensemble des salariés de façon totalement négociée. Alors, vous avez la casquette au MEDEF entrepreneuriat et croissance. Donc, votre tasse de thé, c'est surtout les PME et les TPE. Est-ce que l'intéressement et la participation, puisqu'on parle de cela, sont d'actualité pour les PME et TPE ? Alors oui, elles le sont. Alors c'est moins pour les startups parce que ce sont des entreprises qui sont en phase de création et de développement. Donc là, il faut réfléchir à des mécanismes et le gouvernement réfléchit à des mécanismes. Mais oui, pour les PME, TPE, ce sont des outils importants. Ça a été surtout des outils compliqués par le passé, non pas par la mise en œuvre, mais par une fiscalité qui n'était pas forcément pertinente pour les patrons de PME de la mettre en place. En revanche, toute entreprise, en fonction de son résultat, en fonction de ses critères définis, peut verser et intéresser ses salariés au partage de la valeur. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si on prend le total des encours de l'épargne salariale, en 2013, c'est 100 milliards d'euros. Mais si ensuite on s'intéresse à la proportion de quels salariés sont bénéficiaires, on se rend compte que 83% des salariés qui sont dans des entreprises de plus de 50 employés bénéficient de ces dispositifs. En revanche, seulement 12% des PME.
Alors, bon, il y a deux facteurs. C'est que ça a même diminué ces dernières années. Vous n'avez pas échappé qu'on a eu une crise, qui d'ailleurs est loin d'être terminée depuis fin 2007. Et donc, beaucoup de PME, des TPE ont souffert. Je rappelle qu'il y a 64 000 destructions d'entreprises, qui était absolument record en France. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'incitation fiscale, le forfait social que paye l'entreprise, est passé de 2% à 20%. Et ce ne sont pas quelque chose qui a entraîné, on va dire, une diffusion de ce type de produit. Et donc, il faut revenir à une fiscalité pour les entreprises qui soit plus légère, pour inciter les chefs d'entreprise à justement, utiliser le ces rapport du COPIESAS, ce fameux comité pour la participation, l'intéressement et l'actionnariat salarié, eh bien, une des mesures, c'est d'exonérer ce forfait social pour les TPE. Alors, pour les TPE et pour les PME, c'est-à-dire que dans le cadre d'un premier accord, eh bien, elles seraient exonérées. C'est une formulation qui est assez incitative, évidemment, que nous allons essayer d'encourager et de pousser pour qu'elle devienne réalité. Et c'est probablement la façon la plus habile de pouvoir aujourd'hui, dans une situation qui est complexe, d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés dans ces entreprises dont, une fois de plus, ces dispositifs sont simples à mettre en œuvre, mais il faut trouver un mode opératoire et une fiscalité qui soit active pour inciter les chefs d'entreprise à utiliser ces véhicules-là. Moi, dans ma boîte, où il y avait 10 salariés, il y a un moment où je me posais la question de savoir si ce n'était pas plus pertinent de filer une prime, tout simplement, que de mettre en place un dispositif plus pérenne compte tenu du fait que la fiscalité était importante. Alors, Michel Bon, je refais appel à vos lumières et peut-être prendre le statut du professeur qui finalement peut bénéficier eh bien, de l'épargne salariale en France. Eh bien, dans les entreprises de plus de 50 salariés, tous ceux qui sont dans des entreprises bénéficiaires en bénéficient, puisque la participation est obligatoire et la participation ne se déclenche que si l'entreprise fait des bénéfices. Alors, c'est le bénéfice réalisé en France, ce qui fait que quand on est une entreprise un peu multinationale, on ne sait pas forcément exactement ce qu'est le bénéfice en France, mais enfin voilà, c'est la base. En revanche, dans les entreprises de moins de 50 salariés, où rien n'est obligatoire, il y a moins de 20% des entreprises qui sont allées vers ces dispositifs. C'est ce qui explique les chiffres dont vous parlez. Alors, je crois que Thibault l'a très bien expliqué, c'est vu par ces entreprises petites comme trop compliqué. Et puis, il y a un autre aspect, et le rapport du COPIESAS là-dessus apporte une innovation intéressante, qui intéresse beaucoup les petites entreprises aussi, c'est que ça fait sortir de la trésorerie. Si on est obligé d'envoyer tout ça dans un plan d'épargne qui va être géré à l'extérieur, ça fait sortir de la trésorerie. Et beaucoup de ces entreprises sont en gros gérées par la trésorerie, un peu comme nous gérons nos finances personnelles, quoi. Bon. Et donc là, le COPIESAS propose un système qui permet aux entreprises de conserver la trésorerie tout en offrant aux salariés une garantie de l'extérieur qui fait qu'ils sont certains de toucher leur épargne quand ils en ont besoin. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce rapport de la COPIESAS ? Écoutez, j'en pense beaucoup de bien puisque je fais partie du COPIESAS, donc je ne l'aurais pas appelé. Non, je vais dire deux, trois choses. Il y a pas mal de simplifications qui sont possibles. Il les propose. Il y a une chose qui m'a semblé extraordinaire dans ce rapport, c'est que autour dans ce truc qu'on appelle le COPIESAS, il y a les syndicats, il y a le patronat, il y a des personnalités qualifiées, il y a l'administration, il y a beaucoup de monde. Ce rapport a été adopté à l'unanimité. L'unanimité. Alors, il y a FO qui a expliqué que quand même, dans la fonction publique, ils n'en voulaient pas. Bon, mais c'est la seule divergence. Je veux dire, c'est rien, quoi. Donc, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas tellement de choses en France qui entraînent une adhésion unanime, quoi. C'est pour ça qu'on pense que le gouvernement, maintenant qu'il a ce rapport, qu'il constate cette unanimité, il devrait pousser à la roue plutôt que freiner. Alors justement, vous soulevez le point intéressant et finalement la thématique de notre émission. Quels sont les bénéfices pour les salariés ? Est-ce que justement cette épargne salariale peut peut-être créer un cercle vertueux entre les différentes parties prenantes de l'entreprise ? Thibault Langsade. Oh oui, c'est un cercle vertueux. D'abord, c'est une meilleure répartition de la valeur. Et il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, dans la dimension dans laquelle nous sommes, il faut mieux intéresser les salariés au partage de la valeur. Et d'ailleurs, on résoudra un certain nombre de problèmes de flexibilité, d'efforts collectifs dans des dynamiques gagnant-gagnant avec un meilleur partage de la valeur à terme. Beaucoup plus facile d'associer des salariés à des efforts quand on dit on va partager la valeur de façon équitable. Alors, et ça se mesure dans le temps. Donc, plus ces mécanismes vont se développer, plus ce sera simple, probablement au chef d'entreprise, de bien l'expliquer et que ce soit audible. Et ça permettra des efforts gagnant-gagnant quand l'entreprise a besoin de faire des efforts ou tout simplement de performer parce qu'elle a des opportunités pour pouvoir le faire. Et plus
ces dispositifs seront simples et plus ils seront prégnants dans l'entreprise, et plus ce sera profitable à la fois pour les salariés et évidemment pour l'entreprise. Alors, vous êtes vous-même un patron, hein, vous avez cofondé la société Akoba en janvier 2008, depuis revendu à un leader du secteur, hein, Edenred. Akoba, c'était en effet une entreprise de services alternatifs de paiement. Vous avez créé en début d'année une nouvelle société, Algolinked, hein, qui met en relation peut-être tout à chacun avec les journalistes via un service, un algorithme justement de sélection de l'information pour pouvoir la cibler et intéresser les journalistes uniquement sur leur centre d'intérêt. On est directement concerné. Est-ce que dans vos sociétés, vous avez mis en place des processus? Alors oui, je vais même parler avant, dans une société qui était Gazinox, qui fabriquait des produits de connectique pour le gaz, qui n'avait rien à voir avec les secteurs que vous avez cités. Eh bien, il y avait un plan d'épargne salariale. C'était probablement le mécanisme le plus adapté à la taille de cette entreprise. Avant ça, j'étais chez Shell. Shell, c'était une très grande entreprise. Eh bien, nous avions des actions gratuites. Il y avait évidemment de la participation et de l'intéressement avec un plan d'épargne. Et tout ceci était extrêmement pertinent pour, en tant que salarié de ce groupe, pouvoir augmenter mon pouvoir d'achat. Mais c'était également un outil de fidélisation et de motivation. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs, il y a des efforts qu'il faut continuer à faire au travers de bons de souscription d'actions, de BSPCE et de BSA, qui sont là les mécanismes probablement les plus pertinents, parce que au départ, il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'intéressement, parce qu'on a des périodes où l'entreprise fait des pertes, puisqu'elle investit. Et associer au plus tôt les salariés avec des actions, c'est probablement l'investissement le plus fort qu'il y a, parce que le partage de la valeur va être lié à une vraie performance de l'entreprise. Alors, ce n'est pas ouvert à toutes les entreprises. Oui. C'est pour ça que certaines entreprises sont disposées, d'autres ne le sont pas. Mais beaucoup d'entreprises, notamment ces fameuses startups dans l'ère du numérique, ont la possibilité de mettre en place ces mécanismes finalement d'ouverture de leur capital au travers de ces dispositifs. Est-ce que vous-même, vous avez ressenti en effet un changement de comportement de vos salariés après mise en place de ces dispositifs? Alors, pour tout vous dire, on est en train de les mettre en place chez Algolinked, donc ça donne lieu à des discussions, des projections avec les fantasmes les plus fous, parce que ça permet d'imaginer les valorisations les plus extrêmes. Ceci étant, ça permet en tout cas, dès le départ, de pouvoir dire « Ok, moi, je viens faire un certain nombre d'efforts dans cette entreprise en démarrage, et surtout de partager le risque, parce que beaucoup de startups, le risque est élevé, et de se dire si un risque est élevé, en tout cas, je concours sur un outil qui me permettra finalement de pouvoir réaliser si l'entreprise performe. » Dans les entreprises précédentes, pour tout vous dire, on avait eu des difficultés à mettre en place ces bons de souscription parce que ça arrivait d'abord à chaque fois où il fallait faire une levée de fonds complémentaires, donc ça brouillait un peu les cartes. Et puis, in fine, compte tenu du fait que la valorisation augmentait, on se posait la question de savoir si ce n'était pas plus pertinent de donner des primes, des bonus, et donc on ne l'avait pas réellement mis en œuvre. Mais là, je le vis, où on essaye de les mettre en place, finalement, à peine la société créée. Alors, Michel Bon, vous êtes aussi évidemment un patron d'entreprise emblématique. Vous avez dirigé Carrefour au début des années 90, et puis vous avez été patron de France Télécom de 95 à 2002. Est-ce que dans ces entreprises-là, vous aviez également mis en place des dispositifs d'épargne salariale au-delà de l'aspect légal, et quels en ont été les bénéfices? À Carrefour, je l'ai trouvé en arrivant, quand je suis arrivé. C'est un dispositif qui s'intéressait à la performance du magasin. Et donc, chaque magasin recevait une participation ou un intéressement, enfin c'était des formules dérogatoires, qui dépendaient de la réussite de son magasin. Mais une bonne partie de cela était investi en actions Carrefour. Pendant les 8 ans que j'ai passé à Carrefour, le cours de l'action a été multiplié par 7, si vous voulez, donc c'était quand même un truc qui était un bon placement. Et c'était très frappant de voir les caissières expliquer que, grâce à ça, elles avaient pu acheter leur maison, etc. C'était vraiment exceptionnel. Ça soudait énormément l'entreprise. France Télécom, c'était tout le contraire, c'était des fonctionnaires, donc l'idée d'un intéressement n'avait effleuré personne. Alors, on rappelle que vous avez opéré, vous avez été président lors du changement des statuts de France Télécom. Est-ce que ça a pu être aussi un levier peut-être? Donc à un moment donné, on a mis en bourse France Télécom, alors contre l'avis de tous les syndicats. Il n'y avait que la minuscule CFTC qui trouvait que c'était une bonne idée, mais tous les autres disaient surtout ne participez pas à cette horreur. Bon. Résultat, un peu plus de 90% des salariés ont acheté des actions, à des conditions certes avantageuses, mais enfin on en a acheté. Et alors après, il y a eu des hauts et des bas assez vertigineux dans cette action, mais enfin ça
complètement contribué à changer l'état d'esprit vis-à-vis de l'entreprise. Ça a été vraiment très décisif. Alors, selon Xavier Fontanet, aujourd'hui professeur de stratégie à HEC, mais ex-PDG d'Essilor, entreprise qui aussi s'est fait connaître justement par son actionnariat salarié, 20% des employés sont concernés. Ce que nous dit Xavier Fontanet, c'est que l'actionnariat salarié change l'ambiance de l'entreprise, augmente l'information, la circulation de l'information, les méthodes participatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, moi je suis complètement d'accord. Alors le cas d'Essilor est un exemple parce que à la fois pour la performance de l'entreprise, la stabilité de ses managers et son cours, c'est QFD, j'ai envie de dire. Mais oui, ça change parce que ça donne une implication beaucoup plus forte de la part des salariés. Je pense que même sur le dialogue social avec ses représentants, il y a une forme de cohésion qui est beaucoup plus forte, de solidarité. Et une fois de plus, si l'entreprise doit être amenée à prendre des orientations stratégiques, parfois complexes à expliquer, eh bien, il y aura une réception beaucoup plus attentive de la part de l'ensemble des salariés qui, finalement, aura les mêmes objectifs et les mêmes contraintes que le management. À partir du moment où vous détenez une partie du capital de l'entreprise, que ce soit sous différentes formes, eh bien, vous avez les mêmes objectifs que l'actionnaire. Et donc, ce partage de la valeur, il sera parfaitement équitable. Et plus on encourage ce type de dispositif, ça fait de la cohésion, ça permet de souder les équipes et surtout d'affronter les défis à venir avec probablement plus de sérénité, mais en tout cas de façon beaucoup plus solidaire. Michel Bon, vous le souleviez, au sein du COPIESAS, vous avez dit tous les syndicats ont signé à l'unanimité. Vous en fiez justement un peu référence. Est-ce que cette épargne salariale, si on répand de plus en plus ces mécanismes, peuvent changer peut-être les mécanismes du dialogue social à la française? Est-ce qu'on s'orienterait plus vers une cogestion à l'allemande, Michel Bon? Écoutez, je l'espère. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on va appeler l'épargne salariale, c'est-à-dire ces mécanismes de participation, d'intéressement, d'actionnariat, c'est vraiment le fil qui unit le capital et le travail, l'actionnaire et le salarié. Alors, dans la vulgate française, disons quand même assez largement marxisante, on a l'idée que c'est définitivement irréductible, que le patron est là pour exploiter le salarié, que le capital est là pour s'approprier les fruits du travail. En vérité, non. La vérité, c'est qu'ils ont tous les deux le même intérêt à ce que ça marche. Le salarié, il y va de son salaire, il y va de son avenir professionnel, et le capitaliste, il y va de ses économies. Donc, l'épargne salariale fonctionne exactement sur ce lien, peut-être le seul lien qui réunisse les deux. Et donc, essaye de le fortifier. Et ça me paraît, du point de vue de l'intérêt général, une bonne chose. Mais alors, j'ajoute qu'il y a un intérêt aussi très conjoncturel, parce que, comme l'a dit Thibault tout à l'heure, par les temps qui courent, sur les augmentations salariales, il n'y a pas beaucoup de facilité. Donc, si on veut essayer d'associer les salariés au succès de l'entreprise, puisqu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui marchent grâce au ciel, on ne va pas leur donner une augmentation de salaire, parce que là, du coup, on va plomber son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, justement. Alors, justement, ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans notre partie conseil aux candidats, pas tout de suite, mais vous l'avez dit, les entretiens de fin d'année approchent et peut-être que justement, il faudra intégrer des notions d'actionnariat salarié plutôt que demander des augmentations de salaire. On en parlera, mais d'abord, question de John, comment on fait quand on intéresse des salariés d'une PME en les rétribuant en actions et qu'ils quittent la société? N'y a-t-il pas un risque d'éclatement du capital? Voilà la question de John. En général, c'est réglé par l'accord salarial qui conduit à cet actionnariat du salarié. Alors, si l'entreprise est cotée, il n'y a aucun problème, on vend en bourse et puis voilà. Si l'entreprise n'est pas cotée, il y a des systèmes qui permettent d'assurer la liquidité, donc de racheter les actions de celui qui part. Et de même qu'il y a des sociétés, pas toutes, dans lesquelles on permet aux salariés qui le désireraient de garder ses actions. Lucie, peut-être Thibault Langsade, vous allez pouvoir y répondre. L'épargne salariale peut-elle augmenter dans ce contexte de crise? Ah, ça c'est une vraie question. Alors d'abord, si jamais on est amené à revoir le forfait social, et notamment pour un certain nombre d'entreprises, donc ça pourrait être le premier accord, ça dégagerait une marge de manœuvre peut-être à l'entreprise suffisante pour pouvoir être mieux disante. Donc après, l'entreprise peut participer
en fonction de sa santé financière, abondé sur le plan d'épargne d'entreprise, en fonction de règles. Alors soit c'est défini par un accord, soit il n'y a pas eu d'accord et auquel cas c'est à la décision du chef d'entreprise. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut s'assurer que les entreprises sont en mesure de pouvoir le faire. Et ce qui a été dit très justement par Michel, c'est que ça peut avoir un impact direct sur la trésorerie. Et compte tenu de la situation aujourd'hui des entreprises, elles ne seraient pas forcément incitées à pouvoir le faire compte tenu du dispositif. Et tous ces mécanismes de capitalisation qui permettent de sécuriser un risque, parce que quand on a donné des actions, ou en tout cas quand on a sécurisé une participation, il faut que ce soit sécurisé, mais qui permet de ne pas décaisser, évidemment pour les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, ce serait extrêmement précieux. Michel Bon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, je pense qu'en effet, les PME présentent un cas particulier. Souvent, l'actionnariat y est quand même plus difficile parce que, en général, le propriétaire est seul actionnaire ou il est avec sa famille, il ne veut pas que les salariés se mêlent aux affaires de famille. Mais là, il a d'autres façons de faire et il peut les associer à son succès par la participation, par des intéressements particuliers, par des bons de souscription. Enfin, il y a pas mal de méthodes qui ont été un peu massacrées ces dernières années par la fiscalité, il faut bien dire, mais on semble revenir dans des rails plus positifs. Alors, comment négocier justement peut-être des bons de souscription d'actions? C'est ce que nous allons voir dans notre rubrique « Les conseils aux candidats ». Alors, en effet, Thibault Langsade, est-ce que négocier, demander des bons de souscription d'actions peut être une alternative à demander une hausse de salaire? Oui, mais encore faut-il que l'entreprise s'inscrive dans un schéma général. Autrement dit, ce n'est pas discriminant. Ça doit être d'abord la décision de donner des bons de souscription d'actions. Si je veux être très factuel, c'est proposé par le conseil d'administration, puis après c'est voté par l'Assemblée générale, parce qu'on émet des actions et ça va provoquer une dilution. Donc ce n'est pas un mécanisme simple, ce n'est pas entre quatre yeux le chef d'entreprise qui dit in fine je vais te donner des actions. Ça nécessite d'avoir été verrouillé par un processus qui n'est pas simple et donc il faut que ce soit soumis aux actionnaires. Une fois que c'est soumis aux actionnaires, eh bien généralement le chef d'entreprise, le président, a soumis un certain nombre de règles d'attribution de ces bons sur une durée. Alors il y a des salariés, on leur a demandé une présence, on va leur demander un certain nombre de choses. Donc il y a des règles, souvent assujetties à des règles économiques, de performance de l'entreprise. Et à partir de là, eh bien, si l'entreprise a répondu à ces critères définis par l'Assemblée générale, le chef d'entreprise peut distribuer en fonction de la motivation qu'il a. C'est probablement, en tout cas, en faire à la demande, c'est extrêmement positif parce que c'est s'associer à la valeur à long terme de l'entreprise, puisque au moment où on les demande, eh bien, on ne va pas les lever tout de suite. Donc ça met en place une motivation, une fidélité, en tout cas au travers, et c'est bien évidemment, tous ces signaux sont extrêmement positifs pour le manager qui va évaluer la performance de son collaborateur. Mais il ne faut pas que ce soit déceptif, ça ne se fera pas en 30 secondes, et il faut que les mécanismes aient déjà été prévus par l'entreprise. Alors, si on se place du côté du salarié, c'est les décideurs de l'emploi, on s'adresse avant tout aux salariés, aux candidats en poste ou en recherche d'emploi. Je repose encore ma question, peut-être Michel Bon. Est-ce que, eh bien, en effet, c'est bienvenu de demander, par exemple, lors d'un entretien d'évaluation, la possibilité d'avoir des bons de souscription? Lorsqu'on est dans une... plutôt, j'ai l'impression que ce mécanisme s'adresse aux startups et TPE, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut que ce soit une entreprise qui ait moins d'une certaine ancienneté. Oui et non, je dirais, parce que celui qui a cet entretien fait partie de ce qu'on va appeler les cadres clés de l'entreprise. Et à ce moment-là, il n'a même pas besoin d'en demander. Si sa boîte le fait, on lui proposera, quoi. Alors si on ne lui propose pas, alors que d'autres en ont, ça veut sans doute dire que dans l'esprit de son patron, il ne fait pas partie de ces cadres clés, quoi. Donc c'est plutôt ça qu'il devrait examiner. Pourquoi est-ce que... Voilà. Plutôt que de réclamer, quoi. Il faudrait qu'ils comprennent pourquoi on ne l'en propose pas à lui et qu'on en propose aux autres. Donc ce n'est pas quelque chose qui se réclame, l'épargne salariale? L'épargne salariale, on n'a pas à la réclamer du tout parce qu'elle est collective. En ce qui concerne les BSPCE, la participation, l'intéressement, c'est collectif. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est qu'il faut vraiment être très très nombriliste pour se dire que le succès, on ne le doit qu'à soi-même. Il est clair que le succès est collectif, quoi. Donc il n'est pas mauvais qu'il y ait dans la rémunération des instruments collectifs. Comment inciter peut-être les patrons aussi à, du coup, proposer à ses salariés de l'actionnariat? Alors là aussi, c'est propre à chaque entreprise, puisqu'il y a des entreprises qui n'ont pas ouvert leur capital, qui sont détenues à 100% par le chef d'entreprise, et donc il ne sera pas enclin à ouvrir. En revanche,
compte tenu de la situation économique, compte tenu du fait que ça va être de plus en plus difficile pour les chefs d'entreprise de se financer, il y aura davantage d'opportunités pour eux d'aller chercher du financement sur des marchés, sur des fonds de private equity, sur des fonds de corporate venture. Et donc tout ceci devrait nous amener sur un processus tout de même relativement long à des ouvertures de capital dans beaucoup d'entreprises. À partir du moment où il y a cette ouverture qui est faite, eh bien, il y a une véritable opportunité pour le chef d'entreprise de pouvoir mettre en place un mécanisme de BSPCE, de BSA, si l'entreprise n'est pas éligible à ce mécanisme pour les entreprises très entrepreneuriales, de souscription d'actions simplifiée pour ses salariés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se financent, c'est très lié au financement au travers d'un financement bancaire traditionnel. De plus en plus, il y aura du financement alternatif et ce sera des occasions pour ouvrir ce capital et faire du partage de la valeur. Alors, question de James, faut-il être en CDI pour percevoir de l'épargne salariale? Je pense que non. Je pense que quiconque reçoit un salaire d'une entreprise, dès lors qu'il a une certaine présence dans l'entreprise, mais c'est quelques mois, je ne sais pas exactement 6 mois on va dire, il a droit à un versement d'épargne salariale. Donc ce n'est pas une condition sine qua non? Je pense que non. Je ne suis pas absolument sûr de moi là-dessus, mais je pense que non. On vérifiera. Dernière question, car c'est l'heure. Est-ce que c'est un outil, tout ce dispositif d'épargne salariale, participation, intéressement, actionnariat salarié, pour relancer la compétitivité, c'est le fer de lance du MEDEF, est-ce que c'est selon vous un outil efficace? C'est une clé, et c'est une clé qui est indispensable. Aujourd'hui, on veut remettre le dialogue social au cœur de l'entreprise. On veut faire en sorte que ce soit dans l'entreprise que ça se passe, et pas au dehors de l'entreprise. Et donc, plus on donnera des latitudes aux chefs d'entreprise pour pouvoir partager la valeur produite collégialement avec l'ensemble de ses collaborateurs et salariés, et bien évidemment, ça va dans le bon sens. Aujourd'hui, si on veut relancer la machine compétitive, il va falloir qu'on fasse des efforts dans beaucoup de secteurs. Certains secteurs commencent peut-être à repartir, mais il y a beaucoup d'efforts. Il va falloir mettre en place des accords gagnant-gagnant dans l'entreprise. Et ces accords gagnant-gagnant, ils peuvent être traités avec ces instruments de participation, d'intéressement, d'actions qui peuvent être données. Et là, ça rentre en plein cœur du dispositif de compétitivité. Michel Bon? Je pense qu'on peut démontrer économiquement, économétriquement même, que les entreprises qui sont très en pointe dans ces dispositifs réussissent mieux que les autres. On a un échantillon d'entreprises en pointe, un échantillon d'entreprises normales, on compare et on voit que année après année, elles sont meilleures. Donc cela seul devrait conduire à pousser ces dispositifs en se disant que si on améliore ainsi l'ensemble des entreprises, eh bien on améliorera la croissance. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions et celles des internautes. Je vous retrouve, bien sûr, dès mardi prochain pour un nouveau numéro des Décideurs de l'Emploi. Merci, bonne journée.